Guy Jacquet, bonjour, je suis Bonjour. ravi de vous accueillir. Nous allons parler évidemment de l'ubérisation, puisqu'on ne vous présente plus en tant que visionnaire, successivement président de Paris et la Croissance, et puis maintenant de l'Observatoire de l'ubérisation. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage que vous avez publié il y a un an, qui s'appelle L'ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Oui. Et dans ce livre, vous présentez un phénomène issu à la fois des technologies d'information et de communication, et puis des nouveaux comportements clients. Ouais. On ne sait pas, c'est comme la poule et l'œuf, on ne sait pas qui induit quoi. Mais en tout cas, c'est clairement, en tout cas vous le présentez comme ça dans votre ouvrage, c'est clairement une révolution dans tous les domaines de la société que vous décrivez. L'ubérisation, c'est vraiment un ennemi qui vous veut du bien? Ben, c'est pour ça qu'on a rajouté ce point d'interrogation. L'idée de l'interrogation, elle est forte parce que on a beaucoup de gourous dans tous les domaines qui vous annoncent ce que sera le futur. Bon. Si on se reporte un peu à l'histoire, qui est toujours très éclairante sur l'avenir, c'est de s'apercevoir notamment de façon anthropologique que tout ce qui change ne se voit pas. Donc en réalité, quand on regarde toute l'évolution humaine, y compris dans notre physique, dans notre alimentation, la végétation, ces choses mettent des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années à changer. Et la seule différence de facteur entre avant et après, c'est que ces choses changent beaucoup plus vite. Mais sinon, les changements sont lents et sont cachés. Donc en réalité, les interactions sont tellement nombreuses, les scénarios sont tellement nombreux qu'être capable de venir sur un plateau de télé, une radio, une interview en disant « je vais vous expliquer comment ça va arriver demain » est juste une folie furieuse et d'une arrogance et d'une prétention incroyable. Donc l'idée, c'est plutôt d'être visionnaire, parce que c'est très difficile de prévoir l'avenir, c'est plutôt au moins d'essayer de se doter d'une vision de ce qu'on aimerait. Parce qu'à défaut de savoir prédire l'avenir, on peut peut-être se dire de quel avenir on aimerait faire partie. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire ça pose un débat d'une vision, de valeurs, d'éthique aussi parfois, de ce qu'on voudrait faire de l'homme sur Terre. Et finalement, ça, on le maîtrise, parce que c'est nous qui le voulons. Et de voir si on peut mettre ces outils-là au service de ces valeurs. Alors qu'aujourd'hui, on court après les technologies, qui courent beaucoup plus vite que nous et qui vont continuer à courir beaucoup plus vite que nous, et de plus en plus, voire même peut-être nous échapper dans certains scénarios. Et là, effectivement, on est totalement impuissant. Donc finalement, c'est un combat entre une impuissance programmée, et qu'on se programme nous-mêmes, parce que finalement, on va inventer des machines plus puissantes que nous, et on va dire, mais pourquoi on n'augmente pas l'homme pour attraper les machines? Je rappelle juste qu'au départ, c'est nous qui avons inventé ces machines qui sont notre propre compétition, donc je pense qu'on a un petit truc qui tourne plus très rond chez nous. Et de l'autre côté, on pourrait simplement dire aux gens, mais on a une vision de ce qu'est l'homme, de ce qu'est une société, de la façon dont les gens vivent ensemble, et comment on peut mettre ces outils au service de cette vision. Et là, c'est rassurant pour tout le monde. Ça donne un destin politique, sociétal. Ça donne envie vraisemblablement aux gens de reprendre confiance en l'avenir, ce qu'ils ont définitivement perdu quasiment dans tous les pays occidentaux. Et donc, du coup, le fait de mettre un point d'interrogation à tout ça, c'est de se dire, un changement lui-même n'est pas porteur de progrès. Un changement, il apporte un changement. Donc, soit un changement pour le pire. Regarde, vous et moi, on vieillit tous les jours, donc changement, c'est pas forcément super positif. Alors, on gagne en expérience, on se persuade qu'on est meilleur, mais la vérité, c'est qu'on s'achemine vers la mort, donc c'est pas forcément toujours très drôle. Et de l'autre côté, un progrès, qui est la grande différence avec un changement, c'est de savoir quand ça bénéficie à l'humanité. Et donc, nous, on a voulu poser des questions plutôt que de proposer une vision, ou en tout cas un scénario d'avenir. Des scénarios, il y en a plein, et en fait, il y en a encore plus que ce qu'on pense. Donc, on peut écouter Laurent Alexandre, qui prévoit la disparition de l'humain, le fait d'être totalement absorbé par la machine et de disparaître simplement en tant que forme d'emploi, voire même utilité sociale. C'est possible que ça se passe comme ça. On peut écouter Yuval Harari, qui a écrit Sapiens, puis Homo Deus, et dire effectivement, on est en train de programmer notre propre disparition par certains côtés, et il est possible que ça se passe comme ça. Mais il est aussi possible que les gens résistent. Et souvent, les cultures résistent très largement à la technologie, et on s'aperçoit que l'humanité est toujours une forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'on détruit la nature se rebelle, on le voit, les ouragans de plus en plus violents, des tsunamis qu'on ne connaissait pas avant, des périodes sismiques incroyables. La nature a toujours aussi ses droits, et la nature humaine aussi, et c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire que l'homme a une capacité, au milieu d'un truc qui le dépasse, d'inventer quelque chose et de le mettre dans le balancier et progressivement de le faire peser. De façon souple et intelligente ou de façon violente, et c'est une révolution. Donc voilà, nous, on a voulu simplement dire qu'en gros, ces outils dénués de vision n'avaient aucun intérêt. Non.
Et donc on peut s'émerveiller devant la facilité du fait que tout vient plus rapidement sous la pression d'un doigt. Est-ce que ça nous rend plus heureux? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et donc si la réponse est on ne sait pas, bah, ça veut dire qu'on n'est pas plus heureux. Et si on n'est pas plus heureux, ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose d'autre. Donc comment on se dote d'une vision? Comment on met ces outils au service de cette vision? Comment on fait en sorte que l'intelligence artificielle, tous ces outils qu'on veut utiliser pour faire de la productivité, de savoir si ça enrichit la société, si ça enrichit quelques sociétés à court terme pour appauvrir nos sociétés à long terme, ça a un intérêt relativement limité. Voilà, donc tout ce qu'on a essayé de faire à travers l'Observatoire Livre, c'est d'essayer de remettre, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas du questionnement. Et le point d'interrogation est peut-être la partie la plus importante du titre, parce que c'est vraiment celle qui dit, mais posez-vous des questions avant d'apporter des réponses. C'est bien, votre réponse pose la question de comment on prend notre destin en main, finalement, face à ce constat. J'avais juste un petit point d'interrogation. Finalement, sur l'ubérisation, on parle d'un phénomène qui a commencé à quel moment? En fait, tout est à l'origine de quelque chose. Donc, finalement, il n'y aurait pas eu d'ubérisation sans Internet. Donc, Internet, maintenant, commence à remonter. Bernard Stiegler, notre économiste, philosophe, scientifique français, a commencé à utiliser les premiers mails parce qu'il avait été détecté par l'armée américaine au début des années 80. Puisque Internet est une invention de l'armée à l'origine. Donc, du coup, tout ça est l'aboutissement de progrès, mais finalement, enfin de progrès en tout cas de changement. L'Internet a été clairement, alors pour le coup, une vraie révolution. Et bien, finalement, Uber, Airbnb, ces plateformes, elles ont moins de 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Donc c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Uber est né en France d'une mauvaise expérience du fondateur qui maintenant est un petit peu mis à l'écart, mais qui est arrivé en France, sort d'un salon qui s'appelait Le Web, fait par Loïc Lemeur, trouve pas de taxi, est furieux, repart le lendemain aux États-Unis et crée cette application. Donc de sa frustration française face au taxi aligné 2 km plus loin en randonnion alors que tout le monde les attend 500 mètres plus loin, est né Uber. Bon. Et puis Airbnb qui est né de ce fameux projet de je te partage mon canapé, c'est du couchsurfing aux États-Unis, puis qui finalement est devenu cet empire dont la France est d'ailleurs le numéro 1 aujourd'hui, Airbnb. Donc voilà, moi je dirais que ce vrai phénomène dans son élargissement et dans les crispations qu'il crée a moins de 5 ans. D'accord. Donc en 5 ans, c'est incroyable ce qui s'est passé. Oui. Le temps s'est vraiment accéléré. Oui. D'ailleurs, vous avez publié cet ouvrage en octobre 2016, de mémoire. Donc quand on dit que le temps s'accélère, il s'est passé beaucoup de choses, puisque ça fait un an finalement. Entre-temps, Uber, dont on parlait, s'est fait retirer sa licence à Londres, au Royaume-Uni. On a parlé très récemment des 57 millions de comptes qui se sont fait pirater. Quand même, en termes de confiance, il y a des choses qui fissurent un petit peu ce phénomène, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les gens sont devenus assez indifférents, peut-être par inconscience, peut-être par sacrifice à la notion de confort et de rapidité, à la propriété de leurs données. De dire, il suffit de voir comment les gens se répandent, y compris sur des choses personnelles sur Facebook, ce qui, moi, me stupéfie toujours. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de mettre mon bébé, ma fille, mon fils sur Facebook. Sa vie privée, s'il veut choisir de la mettre, ce que je l'incite fortement à ne pas faire, sur Facebook, c'est son problème. Mais quelque part, exposer sa vie privée à 5000 de vos meilleurs amis... c'est plutôt le temps générationnel d'ailleurs. Voilà, tout le monde sait qu'on a 5000 amis très proches. C'est juste une hérésie totale. Donc je pense qu'à un moment donné, les gens ont dit, bon, la donnée personnelle, il y a longtemps que ça ne nous appartient plus. Depuis que les cartes bleues existent, notre banquier sait ce qu'on achète. Depuis que les impôts existent, depuis que les services secrets existent, on sait ce qu'on fait. Moi, j'ai vécu au Maroc 5 ans. Le gardien de ma maison reportait au gardien du quartier, qui remontait au commissaire, qui remontait au ministère de l'Intérieur. Il n'y avait pas d'Internet et pourtant, on savait ce que Denis Jacquet faisait au jour le jour dans sa villa à Rabat en 2001. Donc, je pense que les gens ont sacrifié cette notion de données. Donc, finalement, ces avatars de comptes piratés, etc., d'abord, ils se doutent bien que la plupart des boîtes sont piratées aujourd'hui parce que tous leurs systèmes sont faillibles, mais elles ne le disent pas. Pas de peau pour Uber, on l'a découvert, on l'a su, mais finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est que les 2/3 des autres boîtes ont fait sûrement la même chose, mais ne l'ont pas dit. Bon. Et ça sera découvert plus tard, voilà, ils ne l'ont pas dit non plus, donc, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui cafte, en gros, il y a quelqu'un qui va le dire. Et de l'autre côté, les gens disent, bon, en attendant, moi, Uber, ça marche, en 3 minutes, j'ai un VTC, donc
savoir s'ils perdent 3 milliards de dollars, s'ils se font piquer, si leur CEO est un fou furieux, qui a un management dictatorial, etc. C'est vraiment pas mon problème. Donc il y a, allez, 1% des journalistes et des auditeurs mondiaux que ça émeut et 99% qui s'en fichent. Vous dites que ça fait partie du phénomène. Ça fait partie du phénomène, oui. D'accord. Et donc, justement, à partir des données, sur ce point-là, vous évoquez dans votre livre la réglementation. Alors, il y a quelque chose qui va se passer en mai prochain sur la réglementation européenne sur la gestion des données. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, c'est aussi, quand on dit qu'on partage la donnée, est-ce que c'est quelque chose qui va modifier un peu le modèle? Mon seul problème avec cette législation européenne, ce n'est pas la législation en tant que telle. C'est-à-dire le fait d'inventer quelque chose qui oblige à contrôler sa donnée, à savoir ce qu'on va faire de cette donnée, de savoir à qui elle va profiter. Sauf que fondamentalement aujourd'hui, si on applique la législation telle qu'elle est, la plupart des sites internet actuels s'écroulent. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui n'est pas... C'est-à-dire tout à coup, vous dites à n'importe quelle boîte, y compris du e-commerce traditionnel, venant des groupes traditionnels, etc., de donner toute la transparence, de savoir si les gens ont donné leur accord, etc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, ils peuvent mettre la clé sur la porte et arrêter parce qu'ils n'ont pas prévu ce cas de figure. Donc de toute façon, il va falloir assouplir, sinon on va perdre juste tous même notre grande distribution, nos VP6 qui sont passés au truc, vont demain fermer. Bon, alors donc évidemment, on ne va pas laisser faire ça. Bon. La deuxième chose qui me gêne, c'est qu'en fait, on ferait mieux de réfléchir à savoir si cette donnée qu'on a définitivement donnée aux géants du numérique pourrait nous servir à quelque chose. C'est-à-dire, moi, en utilisant Google, je la donne à Google, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Google vous dit, c'est gratuit, te plains pas. Peut-être qu'on pourrait envisager une rémunération plus forte que ça, un partage, un accès à des services, peut-être devenir actionnaire de Google après tout, puisqu'on lui donne de quoi devenir la boîte la plus riche et la plus puissante du monde. Même chose avec Amazon, on pourrait dire, ok, la donnée, je te la donne, mais moi je deviens un mutualiste finalement et je deviens un petit actionnaire de Google. Alors j'aurais 0,00001%, mais après tout, je te donne ma donnée, donc c'est la contrepartie, je deviens actionnaire. Moi j'aimerais bien qu'on pense au retour, parce que le fait de protéger la donnée face à des gens qui ont décidé de ne pas la protéger, c'est-à-dire les consommateurs, a pour moi aucun sens. Et la deuxième chose, j'aimerais surtout qu'en même temps, on réfléchisse à pourquoi n'avons-nous pas de géants européens aujourd'hui? Et finalement, c'est bien d'avoir une politique défensive. J'aimerais bien qu'on ait aussi une attaque capable de marquer des buts. Bon. Et donc pour l'instant, on n'a pas d'attaquant. On a juste tout le monde en défense, tout le monde devant le but, mais ça ne va pas nous permettre de marquer des buts dans le camp inverse. Donc moi, je suis plus intéressé par le camp adverse. Alors justement, parlons des entreprises. Ouais. Du coup, c'est marrant, dans votre livre, vous évoquez les chefs d'entreprise. Alors, vous dites qu'il y a les fiers à bras, voilà. Il y a les immobilistes, voilà. Et puis il y a les réalistes. Ouais. Est-ce que vous voyez dans leur prise de conscience, dans leur réaction face à ce phénomène, des choses qui bougent concrètement? Alors ça c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait avec des conseillers de l'Élysée il y a quelques semaines qui disaient mais Denis regarde, j'ai rencontré des patrons des grands groupes, ils ont compris, ils voient la menace, ils voient le challenge, ils y vont, etc. Je dis oui, le stade de la compréhension est vraisemblablement passé, mais quelle est la réalité économique, organisationnelle, culturelle de ces changements-là? Est-ce qu'on voit nos 25 plus grands groupes français, au-delà de sortir des applis, ouvrir des API, est-ce qu'on les voit véritablement muter dans leur modèle? Ce qui est très difficile en même temps, pour un groupe de 80 à Sodexo 360 000 personnes, ce n'est pas une décision en disant « demain on mute ». Bon, c'est super, on a muté. Non, c'est très compliqué. La culture, l'âge moyen, les habitudes font que la machine humaine étant une machine à créer du confort et des habitudes, tout à coup, on déteste le changement, nous, êtres humains, en fait. Ceux qui aiment le changement, c'est les entrepreneurs, c'est-à-dire c'est 2,5% de la population. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais 98% de la population est codée génétiquement pour refuser le changement. C'est non, je m'appuie sur mes habitudes, mon expérience, alors on l'habille, c'est de l'expérience. Alors c'est souvent vrai, mais c'est aussi souvent faux. Bon. Donc ce qui signifie qu'en réalité, on a le grand avantage d'avoir 25 groupes magnifiques et le grand désavantage d'avoir 25 groupes à faire muter dont dépend de la France. Donc moi, je ne vois pas les changements colossaux qui arrivent aujourd'hui dans ces grands groupes parce que simplement, je pense qu'on ne donne pas aux gens la vision à long terme de là où ça les projette. Et hier soir, je donnais une conférence dans un grand groupe bancaire. Et en fait, une femme pose à un moment la question,
monsieur qui m'avait rejoint et qui est de l'interne en disant mais qu'est-ce qu'on va faire des gens? C'est quoi la vision? Eux, c'était les hauts potentiels. Donc, c'est ceux qui ont une carrière tracée pour les 15 prochaines années. Mais en dehors de ces 80 personnes clés, dans un groupe de 80 000 personnes, qu'est-ce que vont devenir les 78 900 qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça veut dire qu'un, il faut expliquer à ceux qui vont perdre leur job, qui vont le perdre. C'est dur, c'est pas facile, ça peut encadrer des remous sociaux, mais il faut avoir l'honnêteté de le faire parce que la deuxième étape, c'est comment on va vous accompagner dans cette perte. Il y a ceux dont le job va muter. Ben, il faut leur dire aussi, parce qu'il faut commencer à se former, à se reconvertir, aller vers d'autres jobs ou une évolution de son propre job. Mais il faut le dire dès maintenant, ça s'accompagne dans le temps. Troisièmement, ensuite, il faut devenir fluide, plus agile, etc. Comment est-ce qu'on est agile quand je suis un éléphant qui pèse 3,5 tonnes et qu'on me demande de courir à la vitesse d'une start-up avec 15 personnes et un PowerPoint? C'est pas possible. Bon. Donc, ça signifie qu'il va falloir accompagner cette mutation par des changements qui nécessitent que déjà que le haut ne fasse pas que comprendre. Il faut qu'il impulse. Et malheureusement, on est dans un monde, dans les pays développés, mais même aussi émergents, qui est dirigé par des hommes, majoritairement de plus de 60 ans. Et non pas que je ne trouve pas de vertu à la seniorité, il y en a plein. Mais à un moment donné, c'est ni leur échéance, parce qu'eux, dans 4 ou 5 ans, ne seront plus là. Donc la nature humaine aussi est un peu égoïste. Donc après moi, le déluge, c'est vrai encore plus pour les politiques. Et de l'autre côté, pour les patrons de grands groupes, de se dire, mais je n'aurai de toute façon pas le temps de mettre ça en place, je ne vais pas le voir de moi-même. Et derrière, ça n'infuse pas. Tous les gens au bas, d'ailleurs, on dit, mais il faut qu'on change, il faut qu'on bouge, dites-nous ce qu'on va faire. Ça ne diffuse pas. Donc, du coup, il va falloir apprendre moins et moins vite. Donc, il y a quelques groupes, je les ai vus de façon confidentielle. Il y a eu la stratégie de 2-3 groupes mondiaux qui m'ont scotché, les groupes européens, où je ne savais même pas qu'il y avait déjà des réflexions opérationnelles à ce point-là. Donc, je suis rassuré. Il y a quelques groupes qui y sont. Mais la majorité n'y sont pas. La majorité n'y sont pas. Ils sont encore sur le comment, sur comment on améliore un peu l'expérience client, comment on ouvre nos API parce que c'est plus fluide, comment on met un peu de blockchain pour faire en sorte que cette technologie réduise les coûts. On est sur de la réduction de coûts, de la productivité, du fait d'imiter ce que fait le monde du digital, mais on n'est pas dans, chez 160 000 personnes, comment je mute. Voilà, comment je vis avec les startups, comment je vis avec les investissements que je fais, quelle est ma stratégie à 10 ans et comment je l'accompagne. Donc ça, je ne sens pas pour l'instant ce mouvement et c'est ce qui m'inquiète le plus parce qu'il n'existe pas en France, mais il n'existe pas non plus à l'échelle européenne, pendant que les Américains sont à fond sur le pied sur l'accélérateur et que les Chinois, non seulement sont à fond, les Chinois avec un pied encore plus lourd, parce qu'on a eu la grande intelligence pendant 30 ans de politique de prix bas, de leur confier toute notre production, toute notre industrie et qu'aujourd'hui ils nous rachètent avec l'argent qu'on leur a laissé on l'a laissé filer de façon totalement stupide. Oui. Alors, justement, on parle à l'échelle internationale, vous parlez de la France. Alors, je cite une phrase que vous avez écrite, « La France est mal placée pour le moment, en parlant de l'ubérisation, à ne pas vouloir du changement ou le retarder, à refuser la réflexion et l'évolution, à tenter de devenir un modèle dominant par peur de la transition qu'elle suppose. Elle se prive d'un rebond dont elle a pourtant les moyens. » Depuis octobre 2016, nous avons changé d'environnement politique, un nouveau président de la République, entre autres. Diriez-vous la même chose aujourd'hui? Nous allons souffrir. De toute façon, ce changement va nous faire souffrir et nous fait déjà souffrir. Parce que dans un pays très corporatiste comme la France, avec beaucoup de professions réglementées, un État prédominant, quand vous êtes face à l'incertitude et à la non-agilité, tous ceux qui sont plus certains dans leurs convictions et leur vision et qui sont plus agiles vous font beaucoup de mal. Donc, à la reconstruction de la France après la guerre, on a donné de façon très légitime la mission à chacun, en le protégeant, en lui mettant une sorte de précaré, de lui dire, voilà, reconstruis-moi ça. Et c'était vertueux et c'était indispensable et on ne pouvait pas le faire autrement. Sauf qu'au bout d'un moment, la légitimité de la Seconde Guerre mondiale a légèrement passé et que ces gens-là sont maintenant des forteresses qui se sont isolées et qui sont là juste pour alimenter leur maintien et leur survie. Bon. Donc ces corporatismes et ces rentes, finalement, sont juste totalement inadaptés dans un monde où la frontière n'existe pas, où la baronnie n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, les concurrents ne sont pas vos concurrents habituels, c'est des gens qui viennent d'autres secteurs d'activité ou des gens qui n'existaient pas quelques années auparavant. Donc parce qu'il n'y a plus de frontières, du coup il n'y a plus de territoire. Et nous, on est un pays de territoire. Donc ça signifie qu'on va souffrir plus que les autres, et c'est pour ça d'ailleurs que l'économie dite collaborative
se développe beaucoup plus rapidement que dans tous les autres pays du monde. La France est le pays où le digital s'installe le plus rapidement. Et Uber, pourquoi? Parce qu'on a protégé les taxis, on leur a fait croire qu'on allait les protéger, avec un système qui était quand même assez opaque, pour ne pas utiliser d'autres termes, entre G7 qui baladait ses licences entre c'est pas trop qui, avec des prix hallucinants. Oui, c'est moins compliqué. C'est pour chauffeurs de taxi qui étaient, à peine ils avaient mis le pied dans leur voiture, qu'ils étaient déjà ruinés, 240 000 € de licence. Enfin, c'est une folie furieuse pour des 70 heures par semaine. Et tout à coup, quelqu'un arrive avec un meilleur service, plus rapide, moins cher. Ils sont légitimes de contester cette arrivée, mais ils sont illégitimes de s'arc-bouter parce que malheureusement, ils ne pourront pas lutter. Donc, et ça, c'est symptomatique, c'est-à-dire ils auraient pu se dire comment on s'associe, comment on monte des nouvelles plateformes, comment on les monte ensemble, comment... Mais non, ils ont dit non, interdisons Uber. Malheureusement, Léopold Sédar Senghor disait on n'arrête pas le sable entre les mains. Donc ils ont voulu arrêter le sable entre les mains, il continue à couler et eux coulent avec lui. Donc la réaction de la France est très inquiétante parce que enferrée dans le corporatisme et un étatisme prédominant, elle n'est pas faite pour cette mutation-là. Et parce qu'on a à nouveau 25 grands groupes magnifiques, mais qui sont très gros et difficiles à muter. Et au bas, on n'a que des toutes petites boîtes, dont encore aujourd'hui, plus de 40% n'ont même pas un site Internet en 2017. Donc, c'est pourtant un signe d'espoir, non? Alors, on peut le voir positivement en disant qu'il y a du potentiel, mais je veux dire, je rappelle quand même qu'Internet est là depuis 1999-2000, qu'on est en 2017, de se dire que 40% de nos boîtes n'ont pas de site Internet, même si ce n'est plus le sujet maintenant parce que l'appli ou les réseaux sociaux sont plus puissants, mais ils ne sont déjà pas au site Internet, donc ils n'ont pas fait le saut directement dans l'avenir. Ils sont toujours en train de se poser la question de comment y aller. Donc du coup, je pense qu'on est un pays relativement inadapté. La politique ne change pas beaucoup le jeu, d'abord parce que ça ne se change pas en un temps, parce que je note néanmoins que même si on a un secrétaire d'État au numérique, il n'est que secrétaire d'État, qu'il n'a pas de pouvoir, pas de budget, pas d'équipe, pas de feuille de route véritablement précise, et que du coup, cette espèce d'association dont on rêvait entre les PME, le commerce extérieur, le numérique, tout ça mélangé dans un seul ministère qui donnerait vraiment la donne et qui s'accrocherait aux grandes régions pour que les collectivités s'en emparent et fassent en sorte que le privé et le public se serrent les coudes, se serrent la main, s'entretiennent et disent « allez, on y va », ne va pas arriver tout de suite. On sent bien que on n'a quand même pas beaucoup parlé aujourd'hui du numérique, y compris dans la réforme du droit du travail, où le sort des indépendants, des plateformes, de la responsabilité sociale a été un non-sujet pour le moment. Non pas par faute d'y réfléchir, pas par incompétence. Muriel Pénicaud est peut-être juste la meilleure ministre du Travail qu'on ait eue en plusieurs décennies. Elle est compétente, elle connaît son sujet. Mais pour l'instant, l'agenda n'était pas là-dessus. Il faut un peu plus d'énergie. Il faut aller plus vite, plus fort. Et la France, grâce à Macron, peut vraisemblablement être la locomotive de l'Europe, à un moment où Angela Merkel est fragilisée, l'Angleterre sort. Si la France joue bien son jeu, elle peut être la locomotive du digital, qui nécessite des investissements en centaines de milliards, si on veut s'aligner sur la Chine et les États-Unis. Et ça, on ne peut pas le faire à l'échelle de la France. Très bien. Alors, dans votre ouvrage également, alors moi ça m'a paru un peu inattendu, mais finalement pas tant que ça. Vous parlez du blockchain. Alors c'est assez amusant parce que je ne sais pas si vous avez entendu ce matin aux actualités, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin est passée à 10 000 €, alors qu'il a été créé, je ne sais pas il y a combien de temps, mais enfin ça valait 0, enfin, quelques centimes d'euros. Donc en 2 ans, finalement, cette monnaie a explosé en termes de valeur. Est-ce que vous pouvez préciser votre point de vue sur ce phénomène qui est parallèle finalement à l'ubérisation, peut-être une conséquence, je ne sais pas. Alors d'abord, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Il faut avouer que moi, sur le Bitcoin et la blockchain, intellectuellement, il m'a fallu plusieurs explications et quelques très bons pédagogues pour enfin comprendre pratiquement ce que ça signifiait. Bon, ça me rassure. Ouais, et vraiment avec des gens comme Philippe Rodriguez qui a écrit un bouquin sur le sujet, ces 2 jeunes qui ont monté ce blog et ce site sur la blockchain, etc. Il a fallu que j'arrive à comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est quoi tous ces gens qui authentifient un morceau? Pourquoi ils le font? Par quoi ils sont motivés? Bon. Ce que je retiens, c'est que philosophiquement, pour moi qui suis un sale gosse, indiscipliné et incapable d'obéir aux normes, je trouve le phénomène de départ un peu le phénomène hippie des années 70 revu par la technologie. C'est-à-dire un monde centralisé où toute l'info finit entre quelques GAFA et quelques Badix en Chine qui en gros cumulent notre donnée, en font des masses d'argent et dominent le monde. Et le blockchain dit on va raser tout ça, fini la centralisation, c'est disséminé,
tout le monde a un petit bout, mais personne n'a l'ensemble. Et finalement, on protège notre donnée. Chacun n'en a qu'un morceau. Il n'y a plus de Big Brother. Et en gros, c'était un phénomène plutôt anarchiste et que je trouve assez sympathique sur ce point de vue-là, de dire on peut peut-être proposer une alternative au modèle centralisé et le faire au contraire totalement décentralisé. Donc la philosophie de départ qui était de dire si on a un phénomène effectivement de transaction mais sans monnaie associée, ce n'était pas possible. Donc du coup, on décentralise et puis on donne les moyens de paiement pour que le Bitcoin puisse permettre aux gens de bâtir un nouvel État mondial avec une nouvelle monnaie mondiale et que les gens échangent comme ça en toute tranquillité. Alors, même si ça a aussi donné de l'autre côté le dark web où on peut trouver de la prostitution, de la drogue, mais on trouve aussi des... mais ça, quand il n'y a plus de traçage de l'argent, on peut imaginer tous les... Mais néanmoins, personne n'a attendu le dark web pour inventer les paradis fiscaux et l'opacité sur les transactions financières depuis toujours. Donc c'est juste un moyen de plus. Mais quelque part, l'idée qu'on ne soit pas obligé d'avoir sa vie perso exposée dans sa plus grande intimité auprès de gens que vous ne connaissez même pas n'est pas une idée totalement stupide. Donc j'aime bien le côté philosophique, la vision de cette notion décentralisée en dehors de ces systèmes qui nous contrôlent, qui nous observent, qui nous managent et qui demain peut-être vont même nous restructurer. Donc maintenant, ça se découpe en deux. Alors d'un côté, il y a le Bitcoin qui est devenu un outil spéculatif pur. Donc tous les gens qui achètent du Bitcoin aujourd'hui et tous ceux qui fabriquent des fermes à serveurs pour les fabriquer sont juste des gens qui sont pour les uns là pour gagner des sommes folles et pour les autres uniquement pour faire de la spéculation. Et on a Abdel Haïti qui est un des spécialistes européens, voire mondiaux chez nous en France, libanais d'origine, qui a vraiment été l'homme des micro-paiements et aujourd'hui un des spécialistes du Bitcoin, qui dit à son grand désespoir, parce que lui, ce n'était pas l'objectif, il dit aujourd'hui les gens spéculent dessus, et il pense que ça va rester indexé sur l'once d'or, et en gros à 5% de la valeur de l'once, donc il pense que ça peut potentiellement monter jusqu'à 28 500. Sachant qu'en plus, le nombre les monnaies dites Bitcoin, mais toutes celles qui sont arrivées derrière, sont en nombre limité. Donc à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc ce qui est rare est cher. Hermès applique ça depuis très longtemps dans sa stratégie marketing. Donc il est possible que ça monte comme ça jusqu'à 28 500. Donc peut-être que si vous et moi on met 1 million, effectivement on aura peut-être 2 millions dans quelques mois. Ou alors ça va complètement exploser. Mais un véritable conseil on voit au Japon, ailleurs, progressivement des marchands dire ok, on peut faire la transaction entre l'euro, entre le yen, entre le dollar et le bitcoin, et donc on peut acheter dans la vie réelle. Donc avant, c'était un monde à part. Maintenant, ils commencent à communiquer avec le monde extérieur et on va commencer. Il y a maintenant des boutiques de bitcoin, on peut échanger de l'euro, du dollar. S'ils arrivent à faire ce système-là, le bitcoin va devenir une monnaie alternative et pour le coup, effectivement, décentralisée, en dehors des États, en dehors des pouvoirs des gouvernements. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a la technologie Bitcoin, blockchain, qui est autre chose. Et là, la technologie est utilisée par n'importe quelle banque, système d'assurance, etc., pour dire c'est un moyen de faire des transactions rapides, décentralisées, avec des tonnes de serveurs, moins d'intervention humaine, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, c'est authentifié beaucoup plus facilement, et normalement, ce n'est pas piratable, ou très peu. Ouais. Donc du coup, ça me permet juste de réduire mes coûts. Et donc en fait, tous les grands groupes aujourd'hui adoptent la technologie, mais pas avec la philosophie. Finalement, quel message aujourd'hui vous laisseriez aux jeunes? Alors les jeunes, ils ont quelque chose que nous, alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai la sensation qu'on n'avait pas il y a 20 ans, un peu plus maintenant quand je suis sorti de l'école, c'est la volonté de donner du sens aux choses. Ce n'est pas tous les jeunes, mais ceux qu'on rencontre dans les startups, les nouveaux entrepreneurs, etc., la plupart veulent vraiment le faire pour une raison bien précise qui va au-delà de l'argent, de la réussite, etc. C'est-à-dire ils veulent imprimer le monde de quelque chose de différent. Et quand on regarde tous les sondages depuis 2005, moi je vivais encore aux États-Unis à l'époque, on a vu la bascule entre les gens qui disent « je veux donner à nouveau du sens à ce que je fais ». Et ils ont commencé à rentrer chez Bill Gates Foundation, Soros Foundation, à aller dans les ONG qui en plus, animés par des milliardaires comme Gates, les payaient aussi bien que s'ils étaient chez Goldman Sachs. Donc ils ont dit finalement on est aussi bien payé, sauf qu'on va éliminer la malaria, on va éliminer le palu, on va éliminer la pauvreté dans le monde, on en a les moyens. Et donc Yuval Harari dans son bouquin disait que finalement l'humanité avait sacrifié
le sens au pouvoir. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est avoir du pouvoir, devenir des dieux, redesigner l'homme, le réparer, et prouver qu'en réalité, on n'a pas besoin de Dieu, on a tout compris et en fait, on est capable de tout refaire nous-mêmes. Bon, et ça, c'est à la fois passionnant parce que ça va permettre de réparer les hommes, peut-être d'aller plus loin. Alors ça m'inquiète un petit peu plus, mais en tout cas, pour ceux qui ont un enfant hémiplégique, de se dire que demain, il va pouvoir remarcher, aveugle, pouvoir revoir avec ses lunettes qui sont maintenant à 1 000 €, mais à 9 000 €, mais qui permettent de revoir des formes, de se diriger sans canne, etc. C'est fantastique. Mais en même temps, on a renoncé au sens parce qu'on dit on gagne du pouvoir. Là, cette génération, j'ai la sensation qu'elle a envie d'avoir du pouvoir pour donner du sens. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir ça chez des gens qui ont moins de 25 ans, peu d'expérience de la vie, peu de recul sur les choses, et de se dire qu'ils arrivent avec ça, et que s'ils capitalisent là-dessus, ça va être des gens remarquables à 40 ou 45. Et si en plus ils utilisent ces outils économiques au service de ce sens, ça peut faire des choses remarquables. Donc peut-être qu'ils vont ramener de la raison dans cette économie, mais pas tous. Parce que certains sont aussi sur l'idée de dire « mais regardez, c'est fantastique de remplacer l'homme par un automatisme, on va enlever la pénibilité du travail, mais qu'est-ce qui est le plus pénible? D'avoir un travail pénible ou de ne plus en avoir du tout ?» Donc voilà, j'espère qu'ils vont savoir questionner ce monde-là, ne pas sombrer dans le délire technologique pour vraiment lui donner un sens, mais pour l'instant, ce n'est pas les forces qui sont à l'œuvre. Voilà. Donc ça va être un combat intéressant. Donc moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de dire, voilà, il y a l'infiniment grand, c'est la Chine et les États-Unis, avec chacun 5 à 10 grosses sociétés qui peuvent contrôler le monde. Et puis finalement, nous, on a la capacité de gérer l'infiniment petit. Et l'enjeu, ça va être de dire, est-ce qu'on est capable d'agréger l'infiniment petit pour qu'il soit plus souple et plus puissant que l'infiniment grand? Donc l'infiniment petit, ça peut être une TPE, ça peut être une collectivité locale, une petite mairie de 300 habitants, ça peut être toutes ces choses petites qui ont besoin de ces outils pour rester fortes. Et finalement, face à la mondialisation, on dit souvent la mondialisation c'est terrible. Oui, c'est terrible pour les gens faibles. À partir du moment où vous êtes fort, vous n'avez pas peur de la mondialisation. Au contraire, c'est une opportunité. Bon. Donc du coup, il faut rendre forts les tout petits. Et donc le digital est le seul outil qui permette de le faire. Donc moi, je conseillerais aux jeunes en fait, de s'intéresser à l'infiniment petit, parce que l'infiniment petit, il y en a partout dans le monde. Donc ça veut dire que c'est des forces colossales, c'est industrialisable, c'est assez universel, donc on peut bâtir des modèles économiques dessus. Et du coup, proposer des alternatives aux deux qui nous sont proposés, que je ne critique pas. Mais moi, je vois le modèle chinois qui n'est pas un modèle humaniste, donc qui m'intéresse peu, parce qu'ils ne s'intéressent pas aux hommes, ils n'ont pas d'état d'âme et pas d'empathie de façon collective. Je ne parle pas il y a des Chinois individuellement qui sont des gens très bien. Et puis de l'autre côté, il y a des Américains qui sont dans une conquête qu'ils ont toujours eue, c'est-à-dire de dire on est un pays puissant, on s'est industrialisé, mondialisé, et ils font leur job, et on ne peut pas leur reprocher, on n'a qu'à faire aussi bien. Donc moi, mon sujet, c'est comment est-ce que nous, on est capable de faire mieux, ou en tout cas mieux selon nos valeurs et notre culture, c'est faire différemment, mais pour être humainement acceptable, il faut être économiquement pérenne. Donc l'infiniment petit, ça veut dire qu'il y a un marché colossal et que je peux rendre mes modèles économiques pérennes. Jacquet, on va terminer sur cette note d'optimisme. Avec plaisir. Ouais. Réaliste. Ouais. Mais en tout cas, merci. Avec plaisir. Et je vous conseille à tous de lire cet ouvrage qui m'a passionné. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.